Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le 16 novembre 2021 pour le 253e rapport de situation sur le Donbass. Un rapport en retard d'une semaine, je m'en excuse, j'ai été malade. Je n'étais pas en état la semaine dernière de vous faire le rapport de situation, donc vous aurez cette semaine des nouvelles de la semaine dernière, en plus des nouvelles de cette semaine. Le rapport sera principalement axé sur la grosse nouvelle de cette semaine, qui est l'enlèvement par l'armée ukrainienne d'un observateur de la RPL au sein du CCCC. Grosse nouvelle, très importante, et je vais vous parler aussi quand même de l'évolution de la situation en Ukraine. Sur le plan militaire, du 9 au 15 octobre 2021, l'armée ukrainienne a violé le cessez-le-feu RPD à 8 reprises, donc on est à bien moins qu'il y a 15 jours, durant lesquelles elle a tiré 77 munitions, dont 14 obus de mortier de 120 et 82 mm, donc là aussi on est à beaucoup moins. Bon, je pense que pour l'instant ils sont un peu dans l'expectative suite à ce qui s'est passé le 13 octobre, sur lequel je vais revenir en détail. Ces tirs ont tué un soldat de la RPD, ont blessé un civil à Alexandrovka. Côté ukrainien, les pertes hors combat de la semaine sont de 1 mort et 7 blessés. Si les violations du cessez-le-feu sont en baisse, on a quand même toujours des déploiements d'armes lourdes près de la ligne de front côté ukrainien en violation des accords de Minsk. Cette semaine, les services de renseignement de la RPD ont ainsi détecté le déploiement de 36 pièces d'armement lourd, à savoir dans le détail un lance-roquettes multiple BM21 Grad de 122 mm, on a 2 obusiers automoteurs AK-4 de 152 mm, 2 canons Jetsin B de 152 mm, 6 canons anti-char Rapira de 100 mm, un système de missiles anti-char Concours de 135 mm, on a 2 systèmes de missiles anti-char Sturm S de 130 mm, un système de défense antiaérien OSA, 2 systèmes de défense antiaérien Zouchka, 5 véhicules de transport de troupes blindés type BTR, 13 véhicules de combat d'infanterie type BMP et 1 véhicule du génie blindé. Et pour cacher tout ça, alors là, c'est le festival du brouillage des signaux des drones de l'OSCE. Je vous montre la carte. Je crois qu'il n'y a quasiment pas une localité, à part Mariupol, où ils n'ont pas brouillé les signaux des drones de l'OSCE, en fait. Non, mais là, c'est très révélateur et c'est quand même assez inquiétant. Et donc, comme je le disais cette semaine, l'actualité, c'est l'enlèvement par un groupe de sabotage reconnaissance ukrainien d'un observateur de la RPL au sein du CCCC le 13 octobre. Alors je rappelle, le CCCC, c'est le Centre conjoint de contrôle et de coordination du cessez-le-feu. Il y a des membres ukrainiens du CCCC, des représentants de la RPD et des représentants de la RPL. Alors ces hommes sont à la base des officiers, mais ce sont des gens qui sont non armés. Hein, c'est comme les observateurs de l'OSCE, et ils sont intouchables, c'est-à-dire il est interdit de leur tirer dessus, de s'en prendre à eux, etc. Voilà, ce sont des observateurs qui sont chargés de compter entre autres les violations du cessez-le-feu, comme les observateurs de l'OSCE, et à ce titre bénéficient d'une immunité du même genre. C'est pour vous dire, voilà, pour que vous compreniez bien un peu la gravité de ce qui s'est passé. Donc le 13 octobre au matin, dans la zone de désengagement de Zolotoye, qui est en République populaire de Lougansk, étaient prévus des travaux de nettoyage de la route. Donc des garanties de sécurité avaient été obtenues de la partie ukrainienne, comme on fait d'habitude dans ce genre de cas, et donc on fait toujours dans ce cas-là des systèmes de patrouille miroir. Donc c'est-à-dire, il y avait une patrouille de l'OSCE qui était non loin, tu avais donc un observateur de la RPL au sein du CCCC qui était côté RPL, et côté ukrainien, il y avait des observateurs de l'OSCE et des observateurs ukrainiens au sein du CCCC. Voilà. Donc lorsqu'on fait ce genre de choses, il y a toujours un système en miroir, d'accord ? Donc il était là pour surveiller que tout se passait bien, qu'il n'y avait pas de violation du cessez-le-feu, que les garanties de sécurité étaient respectées. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que la partie ukrainienne a profité du fait que c'est une zone de désengagement. Donc je rappelle, zone de désengagement, ce sont ces zones démilitarisées qui ont été créées à certains endroits, on va dire les plus chauds de la ligne de front, pour justement faire baisser les tensions en éloignant les positions. Donc il y a une zone de plusieurs kilomètres carrés en fait autour de la ligne de front à cet endroit-là, où il n'y a pas le droit d'y avoir ni soldats ni pièces d'armement, voilà, des deux côtés. Donc le but, c'est de calmer les bombardements dans ces zones de désengagement pilote.
Et donc dans cette zone-là, le gars était tout seul, non armé, avec les employés de la société Lugansk Avtodor qui étaient chargés de nettoyer la route, et il ne pouvait pas être protégé par des soldats armés, puisque c'est une zone de désengagement, et l'Ukraine en a profité. Donc le groupe de sabotage reconnaissance ukrainien a tiré, donc ils ont débarqué avec des armes, ils ont tiré, et ils ont attrapé l'officier de la RPL au sein du CCCC, et ils l'ont embarqué avec eux de l'autre côté de la ligne de front, sans que les nôtres puissent rien faire, parce qu'ils étaient trop loin. L'homme a été torturé, il s'en cache même pas, je veux dire, je vous montre... une des photos qui a été publiée par les propagandistes ukrainiens qui montre que il est dans un trou, il est ligoté, il est les yeux bandés, on voit qu'il a très certainement été frappé parce qu'on voit qu'il y a du sang à un endroit. Ils ont même pas honte, tu vois, de publier des trucs comme ça. Le SBU a après publié une vidéo de l'homme, ils ont flouté son visage, tu sais pas pourquoi, parce que vous avez même publié son billet militaire, donc je sais pas pourquoi vous cachez son visage, à part bien sûr pour cacher les coups qu'il a reçus, hein, bien entendu. Problème, c'est que là, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Là, l'Ukraine a franchi toutes les lignes rouges. Hein. Là, non. En plus, cet enlèvement a eu lieu en pleine réunion du groupe de contact trilatéral. Donc le représentant de la RPL a profité de la réunion pour exiger immédiatement la libération de l'officier en question. Là, voyant que ça allait un peu trop loin, l'Ukraine a tenté de justifier de manière totalement lamentable cet enlèvement. Ils ont d'abord raconté que l'homme était armé, hein, donc ils ont inscrit sur son billet militaire une AK-47, alors qu'il te montre après sur la photo un pistolet. Non, ces observateurs-là ne sont pas armés. J'en vois assez quand je me rends sur les lieux qui ont été bombardés. On a ceux de la RPD qui font la même chose. Ils ne sont pas armés, ils n'ont jamais d'armes. Donc ça a été le premier grand n'importe quoi. Après, ils nous ont sorti qu'ils espionnaient les positions ukrainiennes dans la zone de désengagement. Sauf que ça aussi c'est du délire, je veux dire, le mec était tout seul pour surveiller l'observation du cessez-le-feu pendant le nettoyage de la route, je veux dire, il avait autre chose à foutre que d'aller regarder les positions ukrainiennes. Et ensuite ils nous ont sorti une histoire de crime datant de 2010, carrément, qui existe que dans leur tête, c'est du grand n'importe quoi. Le gros problème là pour l'Ukraine, c'est que ils n'ont pas de moyen de s'en sortir la tête haute, et qu'il va falloir qu'ils se décident rapidement, parce que la Russie, de ce que il semble, bloque l'organisation d'une réunion des ministres des Affaires étrangères du format Normandie à cause de ça, parce que l'homme né en RPL, il est né à Alchevsk, à la citoyenneté russe. Donc c'est un citoyen russe qu'ils ont enlevé. Donc déjà là, vous avez bien merdé. Et la RPL de son côté a annulé toutes les garanties de sécurité qu'elle avait données pour des travaux côté ukrainien. Refuse de négocier quoi que ce soit avec l'Ukraine à part la libération de son officier. Et empêche aussi l'OSCE d'aller se balader. Hein. Alors, pourquoi l'OSCE se retrouve prise dans la punition collective ? C'est parce qu'ils ont prouvé encore une fois de plus qu'ils servent à rien. Eh oui, parce que suite à ce qui s'est passé, en plus il y avait la réunion du groupe de contact trilatéral, la RPD et la RPL ont demandé officiellement à l'OSCE d'agir et de dénoncer les actions de l'Ukraine. Parce que comme je l'ai dit, c'est extrêmement grave, ces observateurs sont intouchables, comme les observateurs de l'OSCE, ils sont la base des rapports qui permettent de comptabiliser les violations du cessez-le-feu. Donc si leur intouchabilité est remise en question, c'est tout le système et du cessez-le-feu, et des mesures additionnelles, et des garanties de sécurité qui s'effondrent. C'est la base même des accords de Minsk qui est en train de s'effondrer devant nos yeux. Voilà, c'est pour vous dire à quel point quand même c'est très grave ce qu'ils ont fait. Hein. Et donc c'était logique que l'OSCE réagisse en disant que là ça allait trop loin. Sauf que ils sont tellement biaisés dans cette affaire qu'ils n'ont même pas été foutus de faire ce truc très simple, qui était de dire que c'était inacceptable, et d'exiger la libération immédiate de l'homme.
Voilà, l'OSCE s'est fendu d'un communiqué de presse d'une nullité mais affligeante, hein, où ils disent qu'ils ont été informés de l'incident qui s'est produit, l'enlèvement d'un homme, t'appelles ça un incident. Tu peux pas dire les choses par leur nom, tu vas appeler un chat, non. Et au lieu de dire à l'Ukraine, bah libérez-le, bon c'est important d'éviter toute escalade et d'éviter que de tels incidents se reproduisent. Non mais allô, le mec est prisonnier, torturé, et t'es en train de dire ouais mais enfin bon l'important c'est qu'il n'y en ait pas d'autres des trucs comme ça quoi. Non, l'important c'est que vous exigiez qu'il soit libéré. Non mais là faut arrêter quoi. Là c'est, non, qualifier ça d'incident, si ça avait été un des vôtres, putain on en aurait entendu parler pendant des mois. D'accord, vous auriez fait un rapport express pour dire que c'était inacceptable qu'un de vos observateurs a été enlevé, vous auriez hurlé sur tous les toits, ça aurait fait un incident diplomatique international. D'accord, donc là, l'OSCE, en dessous de tout, mais vraiment en dessous de tout, ils essayent en plus maintenant de justifier le fait qu'ils n'ont pas mentionné l'enlèvement dans leur rapport en disant oui mais on n'était pas assez près, on n'a pas vu, nos observateurs là-bas n'ont pas vu ce qui s'est passé eux-mêmes et on peut pas rapporter des faits de manière indirecte s'ils sont pas confirmés. Non mais attends, le SBU a publié une vidéo du mec. Ils ont publié les photos de son billet militaire, des photos du gars avec le logo SCKK, donc CCCC, là, sur le bras. Enfin, je veux dire, il vous faut quoi de plus ? Donc non, là, ils essayent de s'en sortir, avec des excuses, mais pitoyables. Et résultat des courses, là, ça a vraiment énervé les gens, non seulement en RPL, mais en RPD. Et là, à Donetsk, les gens se sont rassemblés devant leur hôtel. Là, je vous montre des petites photos. Ils ont bloqué le parking. Hein, ils ont empêché les observateurs de l'OSCE d'aller où que ce soit. Et c'est parti pour durer, puisque hier soir, des tentes ont été installées. Voilà, ils ont fait sauter des blocs de pierre qui étaient là. Ils ont planté des tentes, les activistes de la RPD. Et les gens, en clair, bougeront pas tant que l'OSCE aura pas tout fait pour libérer cet officier de l'RPL, Andrei Kosiak. Non, là, vous avez été trop loin. Ça fait trop longtemps qu'on vous dit que, à force de laisser faire l'Ukraine, on allait arriver à des trucs comme ça, et j'avais raison, et c'est exactement ce qui s'est passé. Voilà, ils se sont tellement impunis que là, ils sont allés trop loin. Là, ils ont franchi toutes les lignes rouges, et croire, comme certaines chaînes Telegram ukrainiennes, comme Legitimni, que Kiev va faire plier les Russes sur l'organisation de la réunion au format Normandie, bloquée par cet enlèvement, parce que si les autorités ukrainiennes rendent le mec, c'est pour eux équivalent à une trahison. Mais équivalent à une trahison de quoi ? Enfin, je veux dire... Vous voulez qu'on touche à vos observateurs ? Qu'on rigole 5 minutes ? Là, ça va être le scandale international si on faisait un truc pareil. C'est des mesures terroristes, je veux dire... si vous croyez que vous allez faire plier les Russes là-dessus... vous mettez le doigt dans l'œil très profondément. Hein. Je sais pas ce que vous fumez, mais il faut arrêter. Là, c'est la ligne rouge de trop. Donc, soit vous libérez rapidement Andrei Kosiak, soit le conflit peut partir en couille à n'importe quel moment. Parce que, là, comme je vous dis, en touchant un de ces observateurs, l'Ukraine a foutu en l'air tous les accords qui avaient été conclus. Je veux dire, là, il n'y a plus rien qui tient. Il n'y a plus de garantie de sécurité. Il n'y a plus de cessez-le-feu. Il n'y a plus de... Je veux dire, sans le fonctionnement plein et entier du CCCC, tout ça ne repose plus sur rien, tout simplement. Donc là, pour l'instant, on est en mode statu quo, c'est-à-dire les gars se regardent en chien de faïence, et puis pour l'instant, côté ukrainien, ils osent pas trop tirer sérieusement depuis cet incident. Ils se doutent que ça sera pas comme quand ils bombardent des petites grand-mères ou des enfants, hein. Là, ils risquent d'avoir des réponses assez violentes. Ouais, non, là, c'est allé très loin, trop loin. Mais ça, je l'avais dit, hein, à l'OSCE ou à tous ces garants occidentaux des accords de Minsk et compagnie, à force de laisser faire Kiev, c'était sûr qu'on allait arriver à ce genre de cas. Et là, maintenant, je sais pas. Je sais pas du tout ce qui va se passer. Soit ils font marche arrière, ils rendent l'officier rapidement, soit je pense que le conflit peut partir en sucette à n'importe quel moment. Tout simplement, parce que là, ça va trop loin, quoi. Là, ça va trop loin. Et il n'y aura plus de négociation. Hein. Le chef de la RPL, Leonid Pasechnik, a dit clairement « Je ne vois pas l'intérêt de négocier avec l'Ukraine au sein du format de Minsk tant que notre officier n'est pas revenu. »
Donc il n'y aura plus de réunion du groupe, enfin aussi de réunion de groupe du contact trilatéral, mais ils ne discuteront que de ça, que du retour de cet officier. Donc là, ça devient vraiment, dangereux. Mais ça, c'était malheureusement, fallait s'y attendre, donc voilà quoi. Comme je vous l'ai dit, les exhumations se poursuivent en RPD et en RPL. Je vous avais parlé il y a quelques temps de ça des exhumations RPL. Là, je vais vous parler de celles en RPD à Sniège-Noyer, entre autres, où, si vous vous souvenez, je vous avais dit qu'il y avait une grosse fosse commune où ils attendaient à trouver à peu près une 50aine de corps. Eh bien, l'exhumation s'est poursuivie. Ils ont exhumé les restes de 40 personnes de cette fosse commune. 37 corps ont déjà été examinés par les spécialistes en médecine légale, qui ont déclaré que presque tous les corps portent des marques visibles de blessures, soit par des bombardements, par balles, des blessures aussi liées à des morceaux de bâtiments qui tombent suite à un bombardement, parce que quand tu bombardes, t'as tout qui se casse la gueule, que ce soit dans une maison ou un immeuble. Donc ce sont vraiment tous des corps qui sont manifestement morts suite à des tirs de l'armée ukrainienne. Donc bon, ils vont être examinés en détail et ils seront ensuite identifiés avec des tests génétiques et réinhumés correctement par la suite, comme ça a eu lieu en RPL. Et donc, comme je vous le disais, je vais vous parler de la situation en Ukraine, puisque la semaine dernière a eu lieu à Kiev l'inauguration d'un mémorial à Babi Yar. Alors, Babi Yar, c'est un ravin qui est situé dans la capitale ukrainienne, qui a été le lieu de massacres de masse. Il y a à peu près 140 000 personnes qui auraient été massacrées par les nazis et leurs collaborateurs ukrainiens pendant l'occupation de Kiev par les nazis. Le premier massacre de masse a eu lieu les 29 et 30 septembre 1941, peu de temps après l'arrivée de l'armée allemande. Plus de 33 000 juifs quand même qui ont été tués par balle, donc c'est la fameuse Shoah par balle. Et comme je le disais, lors de ce massacre, il y avait non seulement les Allemands, entre autres les SS, les Waffen-SS, les Sonderkommando, mais aussi les collaborateurs ukrainiens qui ont participé à ce massacre, entre autres le fameux 201e bataillon Schutzmannschaft, dont la première compagnie a été dirigée par Shukhevich, qui était membre de l'OUN, donc la fameuse organisation des nationalistes ukrainiens de Stepan Bandera, OUN qui a fourni un bon contingent de collabos à l'Allemagne nazie. Ils ont fourni entre autres le 201e bataillon Schutzmannschaft, la SS Galicie, d'autres unités de police qu'on a appelées police auxiliaire, etc. Et tous ces trucs ont allègrement participé au massacre contre les juifs, les tziganes, les polonais, etc., les prisonniers de guerre soviétiques, et j'en passe. Donc voilà, ce massacre à Babi Yar, c'est pas seulement les nazis, j'insiste là-dessus. Et pourquoi j'insiste autant sur ce point, c'est que pendant l'inauguration du mémorial, le président allemand Frank-Walter Steinmeier, oui, comme le nom de la formule Steinmeier, c'est lui qui l'a élaboré, a fait un discours, mais incroyable d'ignominie, puisqu'il a attribué les massacres commis à Babi Yar exclusivement aux nazis allemands. Et donc les collaborateurs ukrainiens, balayé. Et là où ça a été le plus choquant quand même, c'est quand il a listé dans la même phrase, comme victimes des massacres qui ont eu à Babi Yar, les Roms, les handicapés, les prisonniers de guerre et les membres de l'armée de libération ukrainienne. Alors, l'armée de libération ukrainienne, en fait, c'est le petit nom parapluie qui recouvre toutes les unités ukrainiennes qui se battaient du côté des nazis. Voilà. Donc, entre autres, le 201e Schutzmannschaft, la SS Galicie, tous les trucs de police auxiliaire, tous ces machins. Voilà, donc tous ces gens qui ont massacré des juifs, des tziganes, des handicapés et des prisonniers de guerre. Donc, si tu veux les mettre dans la même phrase que leurs victimes, comme si ces collaborateurs ukrainiens étaient autant à pleurer et à plaindre que ceux qu'ils ont aidés à massacrer. Si tu veux, c'est tellement ignoble et choquant que Edouard Olinsky, donc qui était le directeur du comité ukrainien juif, qui était bien sûr là pour la cérémonie, il a bien failli tomber de sa chaise. Quand il a entendu ça, il s'est demandé s'il avait bien entendu. Donc il a été vérifié après sur le site du président allemand
le texte et la traduction en ukrainien. Alors en ukrainien d'ailleurs, c'est même pas l'armée de libération, hein, il parle en ukrainien de l'armée insurrectionnelle ukrainienne, ce qui est encore pire, hein, qui était une branche qui a commis des massacres absolument ignobles, et donc on te met ces mecs-là au même niveau, à pleurer au même niveau que leurs victimes. Là, ça passe mal, si tu veux. Là, c'est... Non. Mais ce genre d'écriture de l'histoire, c'est typiquement ce qui permet la résurgence décomplexée du néonazisme en Ukraine. Voilà, on efface les collaborateurs, hein, on te dit c'est juste les Allemands, les nazis allemands qui ont massacré les gens là, et puis on te dit, puis les pauvres nationalistes ukrainiens, ils se sont fait massacrer. Oui, mais d'abord ils ont massacré des gens, si tu veux. Hein. D'abord ils ont massacré des juifs, ils ont massacré des polonais, ils ont massacré des tziganes, des handicapés, ils ont massacré des prisonniers de guerre soviétiques, et par après les Allemands se sont débarrassés d'eux, quoi. Donc oui, enfin bon, si tu fais un pacte avec le diable, je vais pas te pleurer parce que le diable te fait payer ce joli petit pacte au prix fort. Hein, je veux dire, non, là, faut arrêter, là, quand même. Là, Frank-Walter Steinmeier, il aurait mieux fait de fermer sa gueule, pour le coup, ça aurait évité d'éviter des conneries pareilles. Et alors, pendant ce temps-là à Kiev, la loi sur la langue ukrainienne dans les médias rend le travail des journalistes ukrainiens assez compliqué. Ainsi, sur Ukraina 24, des journalistes ont voulu interviewer un politologue géorgien, Gela Vassadze, sur ce qui se passe avec Mikhail Saakashvili, hein, donc Saakashvili qui a été arrêté immédiatement à son retour en Géorgie, hein, il est en tôle. Sauf que, petit problème, les journalistes posent leurs questions en ukrainien, à cause de la fameuse loi sur la langue, mais leur interviewé ne la parle pas. Je vous montre la petite vidéo, je vous la traduis après. Можете сказати, політичне майбутнє Саакашвілі і, в принципі, майбутнє Саакашвілі на найближчі 6 років? Давайте на русском. Що буде з Саакашвілі на русском зараз? Ми не можемо перейти, пане Васадзе, на російську мову. Якщо ви нас не розумієте... Я вам відповідати на грузинському? Відповідайте, будь ласка, якщо вам зручно, російською. Вы понимаете, в чем дело? Я просто считаю себя ответственным человеком, и я считаю, что когда я не совсем все понимаю, мне трудно отвечать. Donc, je vous traduis. Donc, ils posent leurs questions en ukrainien, que Vassadze ne comprend pas. Il leur dit alors, mais donnez-moi votre question en russe, parce que je comprends pas ce que vous me dites. Là, les journalistes lui disent, désolé, on ne peut pas vous parler en langue russe, parce que nous sommes à la télé ukrainienne. Et alors là, Vassadze leur répond en se foutant de leur gueule. Et quoi alors? Est-ce que je dois vous répondre en géorgien? Là, il y a un gros blanc. Les journalistes sont emmerdés et reposent leurs questions en ukrainien, comme s'il allait leur répondre. Donc là, Vassadze leur dit, écoutez, je ne peux pas vous répondre si je ne comprends pas parfaitement les questions que vous me posez. Voilà, non mais bon, il a parfaitement répondu, je veux dire, tout le monde a applaudi, si la vidéo a circulé sur Twitter. Voilà le genre d'absurdité à laquelle on aboutit avec cette loi débile, hein, parce que personne ne parle l'ukrainien en dehors des Ukrainiens, hein, et en discriminant la langue russe, vous aboutissez à ce genre de débilité où des habitants d'anciens pays de l'URSS qui ont tous le russe comme langue commune n'arrivent même plus à communiquer ensemble à la télé. Je veux dire, si vous n'êtes pas foutus de faire une petite exception pour ce genre de cas, payez-vous des interprètes, hein, qui feront la traduction ukrainien-géorgien, géorgien-ukrainien. Mais interviewez pas un géorgien en lui posant des questions en ukrainien et en exigeant de lui qu'il vous réponde en ukrainien. C'est complètement débile. Alors sur Twitter, où cette vidéo, comme je vous le disais, a circulé, il y a quelqu'un qui a répondu en disant que ça allait lui rappeler les années 90, quand les autorités ukrainiennes envoyaient des demandes d'informations judiciaires en ukrainien, en Yakoutie. Voilà, donc la police de Yakoutie leur a répondu une fois, puis 2 fois en disant mais envoyez-nous vos machins en russe parce qu'on comprend pas votre sabir. Mais rien à faire, ils ont continué à envoyer des demandes en ukrainien. Alors la 3e fois, la police yakoute leur a répondu en langue yakoute, puisque c'est une langue officielle au même titre que le russe, en Yakoutie, et donc suite à ça, les demandes étaient enfin formulées en russe. Non mais c'est débile. C'est débile. Non, mais je veux dire, voilà quoi aboutit ces lois complètement débiles et discriminatoires sur la langue russe.
Vous avez une langue qui unit tous les anciens pays du bloc soviétique, qui peut vous permettre de faire assez facilement des interviews sans devoir passer par un interprète. Non, vous êtes là, vous faites venir sur votre plateau via vidéoconférence un politologue géorgien et t'es là en train de lui parler en ukrainien. Tu crois vraiment qu'il va comprendre ce que tu lui racontes? Non. Votre sabir, il n'y a que vous qui le parlez. Hein? Le russe, c'est parlé dans plein d'autres pays. Hein? C'est une langue un peu plus commune. Hein? C'est n'importe quoi. Non, mais... Je vous avais dit que ça finirait par aboutir à des trucs complètement gogol. Bon, voilà, on a la preuve. Hein. Voilà. Donc, situation à suivre. Là, je pense que le village de tente devant l'hôtel de l'OSCE, il est parti pour durer. Ouais, non, je pense que là... soit l'Ukraine rend l'officier rapidement, soit ça peut complètement dégénérer. Puisque tous les accords sécuritaires, entre autres sur le cessez-le-feu, etc., sont basés sur l'institution du CCCC. Si l'intouchabilité, l'immunité dont bénéficient les observateurs de cette organisation n'est plus garantie, il n'y a plus rien qui tient, hein. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Donc là, je sais pas comment ils vont se dépatouiller de ça côté ukrainien, mais la Russie pliera pas. La Russie pliera pas, c'est un de ses citoyens. Et en plus, comme je l'ai dit, un observateur. Là, c'est n'importe quoi. C'est même pas un soldat que vous avez enlevé, c'est un observateur. C'est extrêmement grave. Je veux dire, comme je dis, si ça avait été un observateur de l'OSCE, on en aurait déjà entendu gueuler dans toutes les chancelleries occidentales. Donc là, à un moment, ça serait peut-être bien quand même d'arrêter le tir 5 minutes sur les conneries. Ça serait pas mal. Ouais, situation à suivre quand même de très très près. Comme je dis, pour l'instant, les gars se regardent en chien de faïence. Ils osent pas trop tirer de manière intensive depuis cet incident. Mais il faudra pas grand-chose pour que ça dérape. Hein. Donc là, j'espère que côté ukrainien, ils vont prendre la bonne décision. Je leur recommande. Voilà, je rappelle une dernière fois, les accords de Minsk 1 et 2 sont la seule chose qui ont empêché l'extermination totale de votre armée. Il n'y aura pas de Minsk 3. Voilà, que ceux qui ont des oreilles entendent. Je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain rapport de situation, et d'ici là, portez-vous bien.